Une aventure partagée, une erreur fatale. C'est tout ce qu'il a fallu pour transformer des escapades romantiques en 6 des décès de couple les plus dévastateurs jamais enregistrés. Ce ne sont pas seulement des accidents tragiques impliquant 2 personnes, ce sont des rappels que lorsque les couples recherchent des sensations fortes, dangereuses ensemble, la moindre erreur de jugement peut coûter la vie aux 2 en un instant. C'était le 15 août 2017, lorsque Daniel Carter, âgé de 24 ans, et sa femme Rebecca, âgée de 22 ans, ont pris une décision qui leur coûterait tout. Daniel travaillait comme photographe indépendant, spécialisé dans l'exploration urbaine avec une personnalité de casse-cou qui l'avait rendu quelque peu célèbre sur les réseaux sociaux. Son obsession pour capturer le cliché parfait le poussait souvent dans des situations dangereuses que la plupart des gens éviteraient. Rebecca, coordinatrice marketing dans une start-up technologique, avait initialement été la voix prudente dans leur relation. Mais au cours de leurs 2 années de mariage, l'esprit aventureux de Daniel l'avait progressivement influencé à prendre de plus grands risques. Le couple avait construit une énorme audience de 3000 abonnés sur Instagram grâce à ce qu'ils appelaient des soirées de rendez-vous extrêmes, mettant en vedette des lieux dangereux à travers les bâtiments abandonnés de Détroit. Leur contenu les montrait explorant des endroits que la plupart des gens craignaient d'entrer, toujours à la recherche de ce prochain moment viral qui augmenterait leur présence en ligne. Ce soir-là, Daniel avait reçu un tuyau d'un autre explorateur urbain à propos d'un entrepôt abandonné de 12 étages dans le quartier industriel de Détroit. Le bâtiment présentait une architecture art déco unique et promettait des vues panoramiques sur la ville, idéales pour leurs séances photos au coucher du soleil. Malgré la pluie légère qui rendait les surfaces glissantes dans toute la zone, Daniel a écarté toute préoccupation de sécurité, poussé par son empressement à prendre des photos avant qu'un système orageux ne traverse la région. À 7h23 du soir, le couple a grimpé sur le toit en utilisant une échelle de secours rouillée. Daniel portait son équipement de caméra professionnelle, tandis que Rebecca manipulait un anneau lumineux pour une meilleure illumination des photos. L'état délabré du bâtiment aurait dû être leur premier avertissement, mais leur attention restait concentrée sur la création de contenu pour leur public en ligne avide. Daniel s'est positionné près du bord du bâtiment, à environ 18 pouces d'une chute de 120 pieds jusqu'à la rue en contrebas. Rebecca se tenait à environ 2,50 m derrière lui, manipulant l'équipement d'éclairage, et probablement nerveuse de voir à quel point son mari s'approchait du rebord dangereux. Alors que Daniel se penchait en avant pour capturer une vue aérienne de la rue en contrebas, le rebord en béton détérioré s'effondra sous son poids de 81 kg, le faisant perdre l'équilibre immédiatement. Les instincts de Rebecca se sont déclenchés lorsqu'elle s'est précipitée pour attraper la veste de Daniel, essayant désespérément de sauver son mari de la chute. Cependant, son mouvement brusque sur la surface glissante du toit a provoqué sa glissade, les envoyant tous les 2 par-dessus le bord simultanément dans un moment terrifiant qui n'a duré que quelques secondes. Le couple est tombé de 120 pieds vers le trottoir impitoyable en contrebas. Daniel a heurté une plateforme d'escalier de secours au 8e étage pendant sa descente, l'impact sectionnant sa moelle épinière et écrasant sa cage thoracique avant que son corps ne continue de tomber dans la rue. Rebecca est tombée directement sur le trottoir en béton, subissant un traumatisme crânien massif et de multiples fractures ouvertes dans tout son corps. Les secours sont arrivés à 19h47 ce soir-là, après que des témoins ont appelé le 911, mais les 2 victimes ont été déclarées mortes sur place en raison de la gravité de leurs blessures. Le département de police métropolitaine a conclu que les décès étaient accidentels, citant la défaillance structurelle du rebord de toit détérioré du bâtiment comme la cause principale de la tragédie. Le propriétaire de l'entrepôt a fait face à une responsabilité civile mineure, aboutissant finalement à un règlement de 45 000 $ aux 2 familles pour sécurité inadéquate de la propriété. Leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été transformés en mémoriaux, leurs derniers messages servant d'avertissement frappant sur les dangers de l'exploration urbaine et les campagnes de sécurité en ligne. Le bâtiment a été démoli 6 mois plus tard, et la ville a mis en place des sanctions plus strictes pour l'intrusion lors d'explorations urbaines, espérant prévenir des tragédies similaires à l'avenir. C'était le 3 juin 2018, lorsque Michael Lawson, âgé de 29 ans, et sa femme Emily, âgée de 26 ans, sont descendus dans ce qui deviendrait leur tombeau sous-marin. Michael travaillait comme instructeur de plongée certifié avec 8 années d'expérience dans un magasin de plongée local, connu dans toute la communauté de plongée pour son approche méthodique des protocoles de sécurité sous-marine. Sa personnalité reflétait la nature prudente requise pour sa profession,
vérifiant toujours 2 fois l'équipement et suivant à la lettre les procédures établies. Emily était étudiante en biologie marine, spécialisée dans la recherche sur les écosystèmes d'eau douce, récemment certifiée en plongée avancée en eau libre, avec plus de 200 plongées enregistrées à son actif. Son intérêt académique pour les micro-organismes vivant dans les grottes avait amené le couple au système de grottes Blue Hole à Santa Rosa, Nouveau-Mexique, où elle avait besoin d'échantillons d'eau à des profondeurs dépassant 80 pieds pour sa recherche de thèse. Le couple est arrivé au Blue Hole à 9 h du matin avec un équipement de plongée technique complet, y compris des bouteilles jumelées, des caméras sous-marines et du matériel spécialisé pour la collecte d'échantillons. Les conditions météorologiques semblaient idéales avec une surface calme, mais Michael a remarqué une perturbation inhabituelle des sédiments, suggérant une activité géologique récente dans le système de grotte. Malgré cette observation, ils ont décidé de continuer la plongée, faisant confiance à leur expérience combinée et à leur équipement de sécurité approprié. À 10h15, le couple est descendu à une profondeur de 85 pieds, suivant le passage principal de la grotte vers le point de collecte de recherche d'Emily, tout en maintenant les protocoles appropriés du système de binôme. Les formations calcaires autour d'eux créaient un environnement d'un autre monde, mais posaient également des dangers cachés qui allaient bientôt devenir apparents. Emily a commencé à prélever des échantillons de sédiments près d'une formation calcaire particulièrement intéressante lorsque le désastre a frappé sans avertissement. Une chute de pierres soudaine, déclenchée par leur mouvement de palme perturbant la géologie déjà instable, a fait s'effondrer un rocher de 3 tonnes, bloquant leur passage de sortie principale. L'impact a créé un saut complet, les piégeant dans le système de grotte sans issue claire. Michael a immédiatement tenté de dégager l'obstruction avec son couteau de plongée et ses mains nues, mais l'effort a consommé des quantités excessives de leurs précieuses réserves d'air. Pire encore, son creusement frénétique a créé des nuages de sédiments supplémentaires qui ont réduit la visibilité à zéro absolu, rendant la navigation presque impossible dans la configuration déjà déroutante de la grotte. Avec les réserves d'air devenant dangereusement basses, le manomètre de Michael indiquant 500 PSI et celui d'Emily 400 PSI, ils ont tenté de trouver une sortie alternative à travers le système de grotte labyrinthique. Cependant, la combinaison de la visibilité nulle, du territoire inconnu et de la panique croissante a commencé à peser sur les 2 plongeurs. À leur profondeur actuelle, les 2 plongeurs ont commencé à éprouver une narcose à l'azote, une condition qui altère le jugement et les capacités de prise de décision lorsqu'on respire de l'air comprimé en profondeur. Cette altération mentale s'est avérée fatale car ils ont consommé leurs réserves d'air restantes en nageant en cercle, incapables de trouver leur chemin hors du labyrinthe sous-marin. À 11h42 du matin, les 2 détendeurs ont cessé de fournir du gaz respirable. Michael et Emily se sont noyés dans l'eau sombre et froide. Leurs corps se sont finalement retrouvés dans un passage sans issue à 200 pieds de la sortie bloquée. Les plongeurs de sauvetage en grotte ont localisé leurs corps 18 heures plus tard, les trouvant dans le passage étroit où ils avaient fait leur ultime tentative, désespérés pour trouver de l'air respirable. L'enquête a révélé que l'éboulement de roches avait été causé par l'érosion naturelle du calcaire, accélérée par de récentes pluies abondantes, qui avaient déstabilisé la structure de la grotte au-delà de ce que l'activité de plongée normale pouvait gérer en toute sécurité. Le Blue Hole a été temporairement fermé pour une évaluation géologique, avec de nouveaux protocoles de sécurité exigeant des corps de guide et des réserves d'air d'urgence pour toutes les plongées techniques. Les échantillons de recherche d'Emily, récupérés avec son corps, ont contribué à 3 articles publiés sur les bactéries extrémophiles, complétés à titre posthume par son directeur de thèse en hommage à son dévouement à la science. C'était le 22 juillet 2016, lorsque Joshua Bennett, âgé de 31 ans, et sa femme Anna, âgée de 28 ans, ont atteint le sommet qui deviendrait leur destination finale. Joshua travaillait comme ingénieur logiciel pour une entreprise technologique de Boston, mais sa véritable passion résidait dans la conquête des plus hauts sommets de la Nouvelle-Angleterre. Randonneur expérimenté avec 47 des 48 plus hautes montagnes de la région déjà à son actif, il possédait l'esprit méthodique à la fois d'un programmeur et d'un alpiniste chevronné. Anna travaillait comme infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Boston, où sa nature bienveillante et ses mains sûres sauvaient des vies de jeunes chaque jour. Initialement effrayée par les hauteurs, elle avait été déterminée à surmonter ses peurs en faisant de la randonnée avec Joshua, gagnant progressivement en confiance sur des sommets plus petits avant de tenter les ascensions plus difficiles. Leur objectif commun de compléter le défi des 48 sommets de 1200 mètres était devenu une expérience de rapprochement tout au long de leurs 5 années de mariage.
Le couple avait prévu cette tentative de sommet du mont Washington comme leur dernier pic pour compléter le prestigieux défi de randonnée, choisissant de célébrer leur 5e anniversaire de mariage avec cet accomplissement. Ils ont commencé leur ascension à 5h30 du matin par le sentier Tuckerman-Ravin, portant un équipement minimal malgré les prévisions météorologiques annonçant des orages l'après-midi. L'expérience de Joshua lui avait appris que commencer tôt le matin permettait généralement aux randonneurs d'atteindre le sommet et de redescendre avant l'arrivée du mauvais temps. À 11h45, ils ont atteint le sommet dans des conditions claires, se sentant triomphants d'avoir atteint leur objectif tant recherché. Cependant, Joshua a remarqué des nuages cumulonimbus se former rapidement à l'ouest, indiquant le développement d'un temps violent qui pourrait arriver bien plus tôt que prévu. À 12h20, le couple photographiait près de la station météorologique du sommet lorsque le premier éclair a frappé la tour radio voisine, créant une décharge électrique massive. Joshua a immédiatement reconnu le danger extrême et a commencé à conduire Anna vers l'abri d'urgence. Mais la structure métallique de la station météorologique avait créé une zone à haut risque d'attraction de la foudre autour de leur position. Le deuxième éclair a frappé à 12h23, touchant directement Joshua alors qu'il portait des bâtons de randonnée en métal. 30 000 volts d'électricité ont traversé son corps, arrêtant instantanément son cœur et causant des dommages internes massifs. Le courant électrique a voyagé à travers la surface de granit mouillé jusqu'à Anna, qui touchait le sac à dos de Joshua au moment de l'impact. Anna a subi de graves brûlures sur 60% de son corps, alors que l'électricité trouvait son chemin vers la terre à travers son corps. Le choc électrique massif a induit une arythmie cardiaque, provoquant des battements de cœur irréguliers et inefficaces. Bien qu'elle ait survécu à la frappe initiale, les dommages électriques à son système nerveux ont provoqué une insuffisance respiratoire, car sa capacité à contrôler sa respiration était compromise. Anna est morte 14 minutes après la frappe de foudre, son corps s'éteignant à cause du traumatisme électrique massif qu'elle avait subi. Le couple gisait immobile sur le sommet de granit alors que la tempête continuait de faire rage autour d'eux. Le personnel de l'Observatoire du mont Washington a découvert leur corps à 14h15 après le passage de la tempête, les deux victimes présentant des marques de brûlure caractéristiques d'un coup de foudre. L'enquête du Service météorologique national a révélé que la frappe faisait partie d'un orage violent qui a produit plus de 400 coups de foudre dans un rayon de 16 km. De nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en place exigeant que tous les visiteurs du sommet évacuent en dessous de la limite des arbres lorsque la foudre est détectée à moins de 10 miles de la montagne. C'était le 14 février 2019, lorsque Christopher Hayes, âgé de 33 ans, et sa femme Olivia, âgée de 30 ans, se sont aventurés dans l'arrière-pays, qui deviendrait leur tombe gelée. Christopher travaillait comme moniteur de ski professionnel et instructeur de cours de sécurité en avalanche, possédant 15 ans d'expérience en ski hors piste et une certification avalanche de niveau 3. Son expertise dans la lecture des conditions de neige et du terrain l'avait gardé en sécurité à travers d'innombrables aventures, le rendant confiant dans sa capacité à naviguer dans des environnements montagneux dangereux. Olivia travaillait comme kinésithérapeute spécialisée dans les blessures sportives, où son esprit analytique et son attention aux détails aidèrent les athlètes à se remettre de revers dévastateurs. Skieuse avancée pratiquant le ski de randonnée depuis 8 ans sous la direction attentive de Christopher, elle avait développé à la fois les compétences techniques et le sens de la montagne nécessaires pour des aventures alpines sérieuses. Le couple avait prévu une excursion de ski de randonnée pour la Saint-Valentin dans leur bol caché préféré près d'Aspen, un endroit où ils avaient skié en toute sécurité plus de 20 fois lors des saisons précédentes. Ils sont partis à 7 heures du matin avec tout l'équipement de sécurité contre les avalanches, y compris des balises, des sondes, des pelles et des dispositifs de communication d'urgence. Après avoir vérifié les prévisions d'avalanche indiquant un danger considérable, Christopher a noté le risque, mais l'a jugé gérable avec une sélection de routes appropriées. Les conditions de neige comprenaient 18 pouces de poudreuse fraîche sur une couche faible de givre de profondeur, créant des conditions de plaque instables que Christopher a reconnues, mais qu'il pensait pouvoir naviguer en toute sécurité. À 11h30, Christopher descendait en ski une pente de 35 degrés lorsque ses skis ont déclenché une avalanche de plaques à vent mesurant entre 2 et 100 pieds de large et 3 pieds de profondeur. La ligne de fracture est apparue instantanément sur toute la pente et Christopher s'est retrouvé pris dans les débris en mouvement avant de pouvoir réagir ou s'échapper en sécurité. L'avalanche a emporté Christopher sur 240 mètres de dénivelé le long de la montagne,
le faisant rouler violemment à travers les arbres et sur les rochers, tandis qu'Olivia regardait impuissante depuis sa position sécurisée en haut. Elle a immédiatement activé son détecteur d'avalanche et a commencé sa descente pour chercher son mari enseveli, suivant les protocoles de sauvetage qu'ils avaient pratiqués d'innombrables fois. Cependant, la tentative de sauvetage d'Olivia a déclenché une seconde avalanche à partir de la même couche de neige instable, seulement 4 minutes plus tard. La pente qu'elle traversait s'est détachée dans une plaque avant similaire, la prenant complètement par surprise alors qu'elle se concentrait sur la localisation du signal de balise de Christopher en dessous. Les 2 victimes ont été ensevelies sous environ 2 mètres de débris d'avalanche dense qui se sont solidifiés comme du béton autour de leur corps. Christopher a subi une fracture du cou due à l'impact avec des rochers enfouis lors de sa descente violente de la montagne, mourant instantanément d'une fracture de la colonne cervicale. Olivia se retrouva piégée dans une petite poche d'air, mais ne put se dégager en raison du poids et de la densité de la neige au-dessus d'elle. Olivia a survécu environ 35 minutes dans sa grotte de neige, mais a finalement succombé à l'asphyxie alors que sa poche d'air limitée se remplissait progressivement de dioxyde de carbone provenant de sa propre respiration. Les débris de l'avalanche ont formé un seau imperméable qui a empêché l'air frais d'atteindre son emplacement. Les équipes de patrouille de ski et de secours en avalanche ont localisé leurs signaux de balise à 3h45 de l'après-midi, mais les 2 victimes étaient les décédées lorsqu'elles ont été extraites du champ de débris. L'enquête a révélé que l'avalanche a été déclenchée par une accumulation de neige due au vent survenu pendant la nuit, créant des conditions instables qui n'étaient pas reflétées dans le bulletin d'avalanche du matin. Le Centre d'information sur les avalanches du Colorado a mis à jour ses modèles de prévision pour mieux prendre en compte les événements de chargement rapide par le vent dans un terrain similaire. C'était le 8 septembre 2015, lorsque Ryan Chandler, âgé de 27 ans, et sa femme de 25 ans, Megan, sont entrés dans une zone restreinte qui deviendrait leur dernier lieu de repos. Ryan travaillait comme étudiant diplômé en géologie, recherchant l'activité géothermique, spécialisée dans les émissions de gaz volcaniques et leurs impacts environnementaux. Sa curiosité académique l'emportait souvent sur son sens de la prudence, le poussant à recueillir des données dans des endroits dangereux que d'autres chercheurs évitaient. Megan travaillait comme garde forestière dans un parc d'État en Utah, où son expérience en sécurité, en milieu sauvage, avait protégé d'innombrables visiteurs. Cependant, son expertise résidait dans les dangers extérieurs traditionnels, la laissant peu familière avec les dangers spécifiques posés par les caractéristiques géothermiques. Sa confiance dans les connaissances scientifiques de Ryan l'a amené à suivre son exemple dans des situations géologiques. Le couple menait des recherches non autorisées dans une zone thermique restreinte du parc national de Thermal Valley, cherchant à collecter des échantillons de gaz pour la thèse de Ryan sur les concentrations de sulfure d'hydrogène. Ryan croyait que ses titres académiques justifiaient le risque, convaincu que ses recherches apporteraient des données précieuses à la communauté scientifique. Ils sont entrés dans la zone interdite à 6 heures du matin par une section endommagée de la clôture de sécurité, transportant du matériel scientifique, y compris des détecteurs de gaz et des conteneurs d'échantillons. Les conditions météorologiques comprenaient une inversion de température qui piégeait les gaz plus lourds que l'air près du sol, créant des accumulations dangereuses de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone autour des caractéristiques thermiques. À 7h15, le couple s'est approché d'une petite source chaude, entourée de végétation morte, un indicateur clair de forte concentration de gaz toxiques dans la zone immédiate. Le sol stérile et la végétation flétrie auraient dû servir de système d'alerte naturel, mais l'attention de Ryan restait concentrée sur l'opportunité scientifique plutôt que sur les signes évidents de danger. Le détecteur de gaz portatif de Ryan affichait des relevés élevés sur son écran numérique. Mais il a mal interprété les chiffres, croyant qu'ils indiquaient des niveaux sûrs plutôt que des concentrations en parties par million. Sa formation académique l'avait préparé à lire des données complexes, mais le stress de mener des recherches illégales a peut-être obscurci son jugement à ce moment critique. Megan a commencé à ressentir des symptômes en premier, y compris des vertiges et des nausées qui la rendèrent de plus en plus mal à l'aise. Cependant, elle a attribué ces signes d'alerte au mal d'altitude plutôt qu'à une intoxication au gaz, n'ayant aucune expérience avec l'apparition subtile d'une exposition au sulfure d'hydrogène. Les 2 victimes se sont effondrées simultanément à 7h23 lorsqu'elles sont entrées dans une poche de gaz sulfure d'hydrogène concentré qui s'était accumulée dans une dépression naturelle près de la source chaude. La concentration de gaz dépassait 1000 parties par million, bien au-dessus du seuil de 700 parties par million, considéré comme immédiatement mortel.
Ils ont perdu connaissance en moins de 30 secondes d'exposition. Ryan est mort d'une insuffisance respiratoire après 8 minutes d'exposition aux concentrations létales de gaz, ses poumons incapables de traiter l'oxygène alors que le sulfure d'hydrogène empoisonnait sa respiration cellulaire. Megan a survécu 12 minutes de plus, mais a subi des dommages cérébraux irréversibles dus au manque d'oxygène avant que son cœur ne cesse finalement de battre. Les gardes forestiers ont découvert leur corps à 11h30 lors d'une patrouille de routine, utilisant des masques à gaz et des appareils respiratoires pour récupérer les victimes en toute sécurité. Les rapports toxicologiques ont confirmé des niveaux mortels de sulfure d'hydrogène dans le sang des 2 victimes, avec des concentrations 15 fois supérieures au seuil immédiatement dangereux. Le Parc national de Thermal Valley a installé des panneaux d'avertissement supplémentaires et renforcé les barrières autour de toutes les caractéristiques thermales, avec des sanctions renforcées pour l'entrée dans les zones restreintes. Les données de recherche de Ryan ont contribué à l'amélioration des systèmes de surveillance des gaz désormais utilisés dans tout le parc. Une plaque commémorative a été installée au centre des visiteurs, informant les invités des dangers des caractéristiques thermiques. C'était le 17 mai 2018, lorsque Brandon Cooper, âgé de 35 ans, et sa femme Nathalie, âgée de 32 ans, ont fait leur dernière visite à une structure qui leur coûterait la vie à tous les deux. Brandon travaillait comme ingénieur civil, spécialisé dans l'inspection et l'entretien des ponts pour le département des transports de l'État, où son attention méticuleuse à la sécurité des structures avait prévenu d'innombrables accidents tout au long de sa carrière. Nathalie travaillait comme photographe professionnelle, spécialisée dans la photographie de paysages et d'architecture, documentant des structures historiques dans tout le nord-ouest du Pacifique. Son œil artistique capturait la beauté des infrastructures vieillissantes, mais elle comptait sur les connaissances en ingénierie de Brandon pour rester en sécurité lors de prises de vue dans des lieux potentiellement dangereux. Le couple visitait le pont suspendu des années 1920 dans le cadre du projet de Nathalie, documentant les ponts historiques avant leur démolition programmée. Ce pont en particulier devait être remplacé en raison de préoccupations structurelles, mais restait ouvert à la circulation piétonne, malgré des signes évidents de détérioration dus à des décennies d'entretien différés. Ils sont arrivés à 14h un après-midi ensoleillé de printemps, et Brandon a immédiatement remarqué la rouille visible sur les câbles de soutien du pont et le bois des planches détériorées. Son œil exercé a reconnu les signes avant-coureurs d'une défaillance structurelle. Mais l'accès public continu du pont suggérait qu'il restait dans des marges de sécurité acceptables. À 3h30, Nathalie se positionnait au centre de la travée du pont pour des photographies, tandis que Brandon examinait les points d'ancrage des câbles détériorés d'un point de vue d'ingénieur. Sa curiosité professionnelle l'incitait à enquêter sur l'étendue des dommages causés par la corrosion, tandis que Nathalie se concentrait sur la capture des détails architecturaux du pont. Le point d'ancrage nord du câble principal de suspension avait été affaibli par 15 ans d'exposition aux intempéries et un entretien minimal, créant un point de défaillance critique que l'inspection visuelle de Brandon ne pouvait pas évaluer complètement. La combinaison de la rouille, de la fatigue du métal et de la charge structurelle avait poussé l'ancrage au-delà de sa capacité de sécurité. Alors que Brandon s'approchait pour examiner le système d'ancrage, le point d'ancrage détérioré a commencé à céder sous le poids combiné des 2 visiteurs et de la charge normale du vent. Brandon a immédiatement reconnu les signes de défaillance structurelle et a crié un avertissement à Nathalie, mais le câble s'est rompu complètement avant que l'un ou l'autre ne puisse atteindre la sécurité. La libération soudaine de la tension a provoqué une inclinaison de 45 degrés du tablier du pont, alors que la travée nord s'effondrait, envoyant les 2 victimes dans une chute de 24 mètres vers le lit rocheux de la rivière en contrebas. Brandon a heurté un rocher de granit la tête la première, subissant des fractures massives du crâne qui l'ont tué sur le coup. Nathalie a atterri dans de l'eau peu profonde, mais s'est brisé la colonne vertébrale à la vertèbre C2, la paralysant complètement. Incapable de bouger ou d'appeler à l'aide, Nathalie s'est noyée dans 45 cm d'eau, alors que son corps paralysé restait face contre terre dans la rivière. La blessure à la colonne vertébrale avait sectionné sa connexion au contrôle volontaire des muscles, rendant la survie impossible, même dans l'eau peu profonde. Les secours sont arrivés sur les lieux à 4h15, mais les 2 victimes étaient décédées lorsqu'elles ont été récupérées. Le corps de Brandon a été extrait des rochers, tandis que celui de Nathalie a été retiré de la rivière, tous 2 montrant les effets dévastateurs de l'effondrement structurel. L'enquête a révélé que le pont avait été mal entretenu en raison de contraintes budgétaires, les inspections de routine notant des problèmes, mais manquant de fonds pour les réparations. L'ingénieur du comté a reçu un blâme officiel et le comté a dû régler un accord pour entretien inadéquat.
Les notes d'ingénierie de Brandon ont conduit à des inspections d'urgence de 23 ponts similaires à travers l'État, entraînant la fermeture immédiate de 8 d'entre eux. Si ces tragédies dévastatrices vous ont bouleversé, cliquez sur la vidéo suivante maintenant pour explorer plus de décès choquants et inattendus dans le monde qui ont tout changé en un instant.